Très heureuse de vous retrouver sur ITV en ce début de semaine. Nous sommes lundi 17 août 2020. Le journal dans l'actualité. La pluie fait le bonheur des paysans mais se transforme en cauchemar pour les habitants de la cité Cyprès de Rufisque. Leurs maisons sont inondées, leurs biens endommagés. Le quartier également, tout est bloqué sur place. Ils ont porté plainte contre le groupe Cyprès pour arnaque. Une autre contestation concrétisée à travers une manifestation dans la rue ce matin. Les élèves du centre de formation professionnelle et du commerce ont brûlé des pneus et barré la route pour réclamer le paiement de 7 mois de bourse. Ils réclament aussi de meilleures conditions d'études. Masque obligatoire dans les espaces publics. Dans ce journal, rappel de ce qu'il en est pour les enfants. Doivent-ils eux aussi respecter cette norme sociale? Les parents nous parlent. C'est à suivre dans le reportage de Abdourahmane Ly. Le député candidat à la présidentielle au Burkina Faso, Tahirou Barry, sur ITV. En visite dans les locaux du groupe E-Média, il a livré ses inquiétudes et ses ambitions pour son pays qui doit élire un nouvel homme intègre en novembre prochain. Nous sommes lundi, la rubrique découverte nous emmène au Niger. Nous allons traverser son fleuve, troisième plus long d'Afrique avec 4200 km. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Et enfin, Cheikh Hassan Afal va nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio pour nous parler sport. Sadio Mané a été nommé meilleur joueur de la saison. Tout de suite le développement. Ils estiment qu'on leur a vendu du rêve. Il s'agit des habitants de la cité Cyprès Al-Azhar de Rufisque. Voilà ce qui se passe. Depuis le début de l'hivernage, leur quartier patauge dans les eaux. Les maisons sont inondées, même les rues. Les résidents de la cité ont donc porté plainte contre l'agence immobilier Cyprès. Babacar Seck s'est rendu sur place ce matin. Hivernage, les résidents de Cyprès Al-Azhar vivent un cauchemar avec les inondations. Et à chaque pluie, nous sommes inondés grave. Donc l'eau vient donc de Rufisque et en même temps, on s'est rendu compte que nous habitons sur une nappe phréatique. Donc ça veut dire que minimum de pluie, la nappe remonte et fait des dégâts énormes au niveau de notre rez-de-chaussée. Les dégâts subis par les victimes de la Cyprès Al-Azhar sont énormes. Donc, conséquence, nous perdons nos meubles, nos appareils électroménagers, les appareils électriques. Finalement, on n'a même plus d'électricité. Pour atténuer l'ampleur des inondations, les résidents sont obligés de s'équiper de motopompes qui tournent à longueur de journée. Nous sommes obligés d'acheter des pompes pour évacuer de l'eau parce que à ce moment-là, si tu ne peux pas faire, tu vis dans l'eau. Parce que tu as vu le motopompe, c'est en train de sortir l'eau là. C'est mieux, sinon ça ne va pas. Quoi. Les résidents annoncent une plainte contre la Cyprès et avertissent les futurs acquéreurs. La Cyprès nous avait vendu un cadre de vie. On a investi pour avoir un cadre de vie. On pouvait habiter vers Dakar et on a décidé de venir habiter dans la zone. Et ce cadre de vie, en fait, s'est transformé en cauchemar, en fait, comme vous le voyez. Et nous avons décidé cette année avec force de porter plainte à la Cyprès, qui nous a vendu ce projet. Et nous allons porter plainte et pour avoir réparation. Et puis surtout avertir la génération à future et les propriétaires qui vont s'engager dans ce type de projet. Et il faudrait qu'ils réfléchissent avant. Certaines familles ont dû déménager pour échapper aux inondations dans cette cité résidentielle. Chose annoncée, chose faite. Les étudiants du centre de formation professionnelle et commerciale ont investi la rue dans la matinée. Ils ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions d'études, mais aussi le paiement de 7 mois de bourse. Des pneus ont été brûlés, la route complètement barrée. Voici leur porte-parole, Salimbo, qui répond à Aïssatou Diak. Bon, nous avions prévu de mener notre deuxième plan d'action, c'est-à-dire d'aller en mouvement, et c'est ce qu'on a entamé jusqu'à présent aujourd'hui. Nous continuons notre deuxième plan d'action jusqu'à la preuve du contraire. Donc nous avons barré la route. On va essayer aussi de perturber toute circulation. Maintenant, demain, on est prêt aussi à mener notre troisième plan d'action, c'est-à-dire perturber les examens. Demain, si le ministre ne réagit pas, nous allons perturber les examens dès demain matin, Inch'Allah. Voilà.
Depuis leur bataille, qui ne réagit ni le ministre, ni son chef de cabinet, ni le directeur de la formation professionnelle. Donc maintenant, nous avons que cela qui constitue notre deuxième plan d'action. Et il reste un troisième plan d'action que nous sommes prêts à mener demain. Bloquer les examens de BEP. Le ministre des Transports a fait le point sur la distribution des fonds destinés au secteur, 8 milliards de francs CFA. Selon Oumar Youm, seuls les mototaxis, les taxis urbains et les opérateurs de transport interurbain n'ont toujours pas reçu leur part. Le ministre évoque des problèmes d'identification et de représentativité. Regardez. Aujourd'hui, donc, presque tous les comités régionaux ont procédé à l'identification de tous les opérateurs. Il reste maintenant à établir les critères pour déterminer les montants pour chaque opérateur, parce que chaque opérateur a un parc et les parcs sont en termes d'ampleur et d'importance sont différents. Donc ça aussi, c'est un travail qui doit être fait pour que les paiements, très certainement, je pense, à partir de la semaine prochaine, pour ce qui concerne les opérateurs de transport interurbain, les paiements seront faits. Il reste deux autres problèmes, c'est les mototaxis qu'on appelle Jakarta, qui ont des problèmes d'identification, des problèmes de représentativité, parce qu'ils ont plusieurs organisations qui parlent pour eux et donc il faut les mettre ensemble pour travailler. Nous sommes sur un projet qui semble les intéresser pour que le montant qui a été affecté à ces acteurs puisse servir de fonds revolving pour le renouvellement des deux roues et l'intégration dans le marché des tricycles plus sécurisés en termes de transport au niveau des localités qui utilisent le transport des mototaxis. Troisième difficulté, c'est les taxis urbains. Même problème, même difficulté, et absence de solution pour l'instant. C'est la désorganisation, c'est la pluralité des acteurs, mais aussi c'est des problèmes d'identification de ces acteurs. Nous sommes en train aussi de travailler à travers les comités régionaux pour surmonter ces difficultés. Nous pensons effectivement que d'ici la fin de la semaine, ces difficultés seront prises en charge. Coronavirus, les nouvelles contaminations se multiplient à une vitesse fulgurante à Saint-Louis. Face à cette situation extrêmement urgente, les autorités communales et le ministère du Développement communautaire ont jugé nécessaire de joindre leurs efforts. Les précisions de nos correspondants dans le nord du Sénégal, Momar Alisnian et Mortar Sek. Pour faire face à l'augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 à Saint-Louis, la commune de la Vieille Ville vient de signer une convention avec le ministère du Développement communautaire et de l'équité territoriale. Cette convention entre dans le cadre du sous-programme de résilience communautaire face à la COVID-19. Avec comme instrument principal ce qu'on appelle les conventions locales de résilience communautaire. Conventions locales de résilience communautaire, on s'y dit que pour amener les populations à s'engager, il faut construire avec elles cet engagement-là. Et donc cela nécessite un certain nombre d'étapes qui permettent aux populations de se rendre compte de leur vulnérabilité, la vulnérabilité d'abord de leur quartier, et c'est ça qui nous a amené à faire des ateliers dont la première étape a été de faire le profilage même du quartier. Du côté des autorités communales, on se réjouit de la signature de cette convention qui arrive à son heure. Je suis heureux aujourd'hui donc de représenter le maire pour signer quand même cette convention qui, je le répète, doit être le début d'un processus qui doit d'une part couvrir tous les 33 quartiers de la commune de Saint-Louis, mais aussi couvrir tous les quartiers et les villages du territoire national. Et prier pour que le Tout-Puissant nous protège de cette pandémie. Le ministère du Développement communautaire et de l'équité territoriale annonce par ailleurs que le programme de résilience communautaire à la COVID-19 va être déroulé dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor. Bourg non plus n'est pas en reste en termes de contamination communautaire. Le préfet a donc donné instruction au conseil départemental de la jeunesse pour une plus large implication. Aliou Khan a suivi pour nous la caravane de sensibilisation. C'est avec la sensibilisation que Bourg compte faire face à la pandémie du coronavirus, surtout que la Petite Côte enregistre de plus en plus des cas communautaires. Nous avons été contactés par le préfet du département de Mbour, qui a été sensible par rapport à la situation de la COVID-19 dans le département de Mbour, lors d'un CDD, qui a demandé à ce que le conseil départemental de la jeunesse
en collaboration avec les conseils communaux de jeunesse, de faire des actions de sensibilisation allant dans le sens d'un peu sensibiliser les populations sur la situation de la Covid-19 dans le département. Donc, étant président du conseil communal de la jeunesse de Nguékokh, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée le dimanche, qui reste une journée où on a une marché hebdomadaire au sein de la commune et faire avec les moyens du bord une sensibilisation à l'endroit des populations de Nguékokh. À Signa, une contrée Carrefour, l'accent est mis sur l'approche communautaire. Il faudrait peut-être insister sur l'approche communautaire vis-à-vis de la lutte. Raison pour laquelle, au niveau des gestes barrières édictés par le corps médical, nous sensibilisons les populations. La caravane de sensibilisation a sillonné plusieurs localités du département de Mbour pour dire stop au coronavirus avec l'implication des jeunes dans la sensibilisation. Merci Aliou Kane. Le bilan national de ce lundi se résume en ces chiffres. 3 décès, 75 nouvelles contaminations. Ziguinchor est la région qui a enregistré le plus grand nombre de cas issus de la transmission communautaire. Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention pour le point du jour. Sur 1049 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 37 cas contacts suivis par nos services, 38 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les quartiers ou communes suivants. La commune de Ziguinchor, 6, Mermoz, 4, Kédougou, 3, Dakar Plateau, 2, Médina, 2, Parcelles Assainies, 2, Rufisque, 2, Bignona, 1, Bounkiling, 1, Cambérène, 1, Cissesse Foire, 1, Cité Fadia, 1, Cité Keur Damel, 1, Guédiawaye, 1, Anne, 1, HLM Grand Yoff, 1, Khombol, 1, Les Maristes, 1, Niary Tally, 1, Nord Foire, 1, Richard Toll, 1, Sicap Amitié, 1, Soprim Extension, 1 et Zone de captage, 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 16 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. Les politiques de riposte à la pandémie sont loin de susciter le consensus. C'est au tour du cancérologue Dr Abdou Kassé de critiquer la gestion de la crise sanitaire. Selon lui, le Sénégal ne dispose malheureusement pas de chiffres sur les états de santé. Les détails avec Adam Assar et Moussa Fall. La gestion de la pandémie de Covid-19 et le non-respect des mesures barrières inquiètent le Dr Abdoul Aziz Kassé. Selon lui, le Sénégal ne dispose pas de chiffres sur la répartition des états de santé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est d'abord le fait que nous ne disposions pas de chiffres des états de santé et de maladie, de chiffres sur la répartition des états de santé et de maladie dans le pays. Que nous ne disposions pas de facteurs de risque, de gravité de la maladie. On en connaît quelques-uns, mais il y a des gens qui ont une mortalité et une morbidité qui n'est pas expliquée que par ces seuls facteurs-là. Mais une autre source d'inquiétude me vient des comportements. Regardez dans la rue et vous verrez que là, dans mon axe de champ visuel, sur les 10 personnes que je vois passer, il y en a 4 qui ont un masque et il y en a 6 qui n'en ont pas.
Et pour endiguer cette pandémie, le cancérologue Dr Abdoul Kassé pense que le Sénégal doit beaucoup apprendre des pays comme le Rwanda ou la Chine. Il est extrêmement important d'apprendre de ce que font les autres pays. J'ai cru comprendre que le Rwanda a réussi quand même à limiter les dégâts. Je vois que certains pays comme la Chine ont aussi réussi à endiguer l'épidémie. On doit apprendre. C'est pourquoi il prône une véritable politique de santé publique. Je suis né à Tambacounda et j'y ai grandi. Mais le service d'hygiène venait dans les maisons et faisait la chasse aux eaux stagnantes dans les maisons. Et donc, ça, c'était une politique de prévention. Ça, c'était une politique de santé publique. Maintenant, quand on me dit qu'on attend le corona pour remettre en place des mesurettes pour le corona, puis il y a le cancer, on prend des mesurettes pour lutter contre le cancer, en fait, on ne fait qu'éteindre des incendies. Le Sénégal vient de franchir la barre des 12 237 cas, dont 256 décès liés au coronavirus, une situation qui doit interpeller tout un chacun. Adam Assar, le port de masque est devenu une norme sociale. Tout le monde s'y met, mais qu'en est-il pour les enfants? Certains parents évitent pour des raisons de confort, d'autres se tournent vers des solutions plus adaptées au contexte. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Abdurrahman Ly. En ce temps de crise sanitaire, le port du masque est conseillé à tout le monde. Seuls les enfants de moins de 2 ans en sont dispensés en raison des risques d'étouffement. L'aîné est âgé de 10 ans. À ses yeux, les mesures peuvent être différentes selon l'âge. Je porte un masque, mais mes enfants n'en portent pas, sincèrement. Vous savez, les adultes sont conscients du pourquoi le port du masque leur est imposé, ce qui n'est pas le cas pour les enfants. Ils n'en savent pas grand-chose. Ce qui les importe le plus, c'est de s'amuser. Même si on leur porte le masque, au bout de quelques minutes, ils vont l'enlever. Ajoutez à cela les difficultés à le supporter. Nous sommes au marché Tilène et il n'est pas le seul parent à penser comme tel si l'on se fie aux vendeurs de masques que nous y avons rencontrés. Pape Thiam révèle que rares sont d'ailleurs des parents qui en achètent, même accompagnés de leurs enfants qui n'en ont pas. Des parents viennent rarement ici pour acheter des masques pour leurs enfants. Pire, je vois parfois ces derniers accompagnés de leurs parents dans ce marché sans masque. Il faut également dire que nous n'avons pas de masques qui soient de leur taille. Il est même rare de voir un vendeur avec des masques pour enfants. Chez la famille de Ndaïba à la Médina, il n'y a pas d'âge pour le port de masque. Quitte à les retoucher pour les adapter aux plus petits. Juste à côté, il y a des vendeurs de masques. Ils vendent des masques pour adultes et pour enfants. S'ils ne sont pas à leur taille, on fait des attaches sur les deux côtés pour qu'ils puissent le porter normalement, se protéger et protéger toute la famille. Le port du masque, une des mesures barrières à absolument respecter pour espérer l'éradication de l'épidémie au niveau national. Donc, parents et enfants, à vos masques. Abdurrahman dit des vacances sous un air masqué, coronavirus oblige. Les adultes sont forcés de respecter à la lettre les mesures d'hygiène. Les enfants obligés de s'adapter au nouveau contexte, moins de sorties et plus de temps à la maison. Un sujet de Aïssatou Diak. Des grandes vacances pas comme les autres. Avec ce contexte de pandémie de Covid-19, presque tous les lieux de loisirs sont fermés, tels que les plages, aires de jeu, entre autres. Cet élève, trouvé devant sa maison, soutient qu'à part aller à l'école de foot, il ne sort pas. Je me lave, je pars à l'école de football et c'est tout. Ouais, et je reste là. Ouais, c'est énervant quoi. C'est énervant parce que les gens ne peuvent pas sortir. Il n'y a rien à faire, les plages, la piscine, tout est fermé. Il trouve que ces grandes vacances sont différentes de celles-ci. Il prie pour que la pandémie de Covid-19 disparaisse le plus rapidement possible. Contrairement à cette année, je partais à l'école de football
Je partais chez mes amis, jouer au PlayStation. Moi-même, je partais à la piscine. J'ai que la maladie disparaisse. Afin que je reprenne mes activités. Ce jeune garçon confie qu'il s'ennuie pas trop. Il a son téléphone. Quand je me lève, je me lave. Je reste ici, devant la maison. Des fois, je joue au football. J'ai un téléphone. Quand je m'ennuie, j'utilise mon téléphone. Je ne veux pas attraper la pandémie. Donc, je reste à la maison. Les grandes vacances se préparaient avec tension auparavant pour beaucoup d'élèves. Mais cette année fait l'exception. Les élèves seront obligés de les passer à domicile pour se protéger, mais également éviter la propagation de la pandémie. Et dans le reste de l'actualité, le groupe E-Média a eu le plaisir de recevoir la visite du député burkinabé Tahirou Barry. Le candidat à la présidentielle de novembre prochain a exprimé son inquiétude sur différentes questions qui secouent son pays actuellement. La disparition de 3000 personnes membres d'une même communauté, l'assassinat de Saïbou Cissé ou encore les questions sécuritaires. Interrogé par El Hadj Malick Cissé, Tahirou Barry préconise des solutions fortes pour faire face aux forces terroristes. Je vous propose de le suivre. La situation sécuritaire au Burkina Faso est fort préoccupante parce qu'aujourd'hui, elle a fini par ébranler tous les fondements de notre nation. Les conséquences sont énormes en termes d'effritement de la cohésion sociale, en termes de stigmatisation, de conflits communautaires, d'assassinats, d'enlèvements, de fermeture des écoles, de crise économique et de démoralisation des troupes militaires. Je pense que nous sommes dans une situation où il faut urgemment trouver des réponses fortes pour sortir de cette situation. La réponse se trouve dans l'articulation entre développement des moyens militaires et développement économique et social. Vous convenez avec moi qu'une zone qui est fortement enracinée dans la misère est plus vulnérable quant aux actions terroristes. Deuxièmement, il y a des actions fortes à entreprendre au niveau des forces de défense et de sécurité en termes de recrutement, en termes de formation, en termes de motivation, de renseignement et surtout de mise à disposition d'équipements modernes et adaptés. Parce que quand on va sur le terrain, on se rend compte que nos FDS et nos forces de sécurité sont démunies face à des forces terroristes lourdement armées. Cela n'est pas normal. Et je reçois ce soir sur ce plateau Cheikh Hassana Fall pour les actualités des sports. Bonsoir Cheikh Hassana. Bonsoir Adama. Alors nous démarrons avec le Premier League. Liverpool, Sadio Mané nommé meilleur joueur de la saison. Tout à fait Adama Nouchka, la question de savoir quel était le joueur qui l'aura le plus marqué durant la saison. Les fans anglais ont tous répondu à l'unanimité. Sadio Mané, l'ailier sénégalais de 28 ans, champion d'Angleterre avec Liverpool et auteur de 18 buts et 9 passes décisives cette saison, était en concurrence avec ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, les deux Citizens Kevin De Bruyne et Raheem Sterling, mais aussi le meilleur buteur de la saison en Angleterre, Jamie Vardy. Mais le Sénégalais a devancé Kevin De Bruyne et ses autres concurrents. Kevin De Bruyne qui a été, durant ce week-end même, nommé meilleur joueur de la Premier League par les capitaines, alors que Jordan Anderson, l'autre joueur anglais, avait été lui bénéficié du vote des journalistes pour le désigner meilleur joueur du championnat. Sadio Mané a donc été récompensé par les fans de football qui, eux tous à l'unanimité, se sont dit que le jeune Sénégalais a fait une saison qui doit être plébiscitée. Europa League 2020, le FC Séville se prépare pour la finale. Oui, en grand habitué de la compétition, le FC Séville a encore frappé fort. Les Espagnols seront une nouvelle fois en finale de la Ligue Europa après leur succès de buts à 1
contre Manchester United qui a été très peu tranchant durant cette rencontre. Il faut savoir que cette rencontre qui a été disputée pendant 90 minutes a été très décisif, surtout pour Bruno Fernandes qui a ouvert le score dès la 9e minute, mais sur penalty, Suso a égalisé à la 26e minute au terme d'une belle action collective conclue par un centre de Reguilón avant que Luc de Jong, entré en jeu, ne donne la victoire aux Sévillans. La formation dirigée par Julian Lopetegui attend désormais son adversaire. Ce sera ou l'Inter de Milan ou le Shakhtar Donetsk qui s'affrontent. Et à la pause, les Nerazzurri menaient 1-0. Rappelez juste que la finale de la compétition aura lieu le vendredi 21 août dans un somptueux stade de la Cologne qui a été refait juste pour cet Europa. Football français à présent. Il y a aussi le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais qui boostent l'indice UEFA de la France. Oui, ce qui arrive au foot français cette année est juste historique après plusieurs mois sans compétition. Les deux clubs français que sont l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain se sont qualifiés pour les demi-finales, une chose qui n'est jamais arrivée dans le championnat, pour le championnat français. Si au niveau national, les performances des Parisiens et Lyonnais resteront dans les annales à l'échelle européenne, le championnat français reste toutefois à sa place qu'il consolide néanmoins. Et ce n'était pas gagné d'avance. La France partait de loin avec seulement 2 représentants sur 6 qui ont passé l'hiver, c'est-à-dire les qualifications. Sur le calcul des 5 dernières saisons, la France s'accroche après avoir donc à sa 5e place avec 58 415 points, dont 10 833 ont été récoltés au cours de cette saison. Le classement qui s'installe comme suite, l'Espagne qui est premier, l'Angleterre est 2e, l'Allemagne 3e, l'Italie 4e, la France 5e qui devance maintenant de très loin même le Portugal et la Russie. Et nous changeons de discipline, cher Hassana, du basket pour terminer. D'ailleurs, aux États-Unis, les playoffs débutent ce soir. Oui, après 10 mois de compétition, le 22 octobre 2019, c'est la date du début du championnat anglais. L'heure des playoffs NBA a sonné et rien ni personne, certains pourront le dire, ne nous empêchera d'en profiter. La saison régulière a rendu son verdict avec une ultime journée à suspense et en play-in qui a souri aux Blazers qui affrontent les Lakers à partir de ce mardi. On note aussi que les équipes joueront tous les 2 jours et qu'il y aura 4 matchs par journée. 7 Africains seront engagés dans les playoffs NBA 2020 d'Orlando. Sur les 7 joueurs africains impliqués dans les playoffs, les 3 grandes stars sont Embiid, le pivot camerounais des Sixers, Pascal Siakam, l'ailier fort des Raptors et le vétéran Serge Ibaka qui évolue avec Toronto Raptors. Notez que notre compatriote, le Longiligne Takofal, qui sera aussi de la fête avec les Boston de Celtics. Espérons qu'il pourra disputer quelques minutes. Espérons, oui, vous l'avez dit. Merci, cher Hassan Fall, pour toutes ces actualités des sports. Mais nous allons retourner à l'école primaire, se souvenir un peu de nos leçons d'histoire. Qu'est-ce que vous retenez du fleuve Niger? Le fleuve Niger, ce que j'en retiens, c'est un fleuve qui traverse 4 pays et on peut dire aussi, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, que c'est le 3e plus long fleuve d'Afrique, oui, on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Le fleuve Niger ou Djoliba, la rubrique découverte, nous sommes lundi avec ses 4200 km. Le fleuve Niger vient après le Nil et le Congo. 2 pays africains tirent leur nom directement du fleuve. Il s'agit du Niger justement et du Nigeria, la rubrique découverte de ce lundi avec Elhaj Nour. Je me rappelle de rien, Google se rappelle de tout. L'eau, une source de vie, elle est à l'échelle mondiale au cœur du développement économique, social et culturel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le fleuve Niger. Le Niger, ou Djoliba en mandingue, d'une longueur de 4184 km, est le 3e du continent après le Nil et le Congo. Il traverse plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Guinée, Mali, Niger, Bénin, Nigeria, parmi lesquels 2 tirent directement leur nom du fleuve, le Niger et le Nigeria. Son bassin est partagé par 9 pays, dont le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Tchad, en sus des pays précités. Il est la principale source d'approvisionnement en eau de plus de 100 millions de personnes. Il sillonne le pays d'est en ouest sur 1750 km.
Le Niger ne traverse pas moins de 6 grandes villes du Mali. Bamako, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Ici, nous sommes au 3e pont de Bamako. Le Niger sépare Bamako en 2 rives, droite et gauche. Ce fleuve d'une importance capitale se meurt et finira de mourir si un changement n'est opéré d'urgence. L'extraction du sable contribue à sa dégradation. Son exploitation est trop minime par rapport aux possibilités qu'il offre. Ici, le barrage hydroélectrique de Sotiba. Ce barrage aide la population bamakoise. De l'autre côté du pont, un lieu sacré pour des rituels. Chaque année, ce fleuve produit en moyenne 100 000 tonnes de poissons et près de 7 000 tonnes de production agricole rien que dans l'office du Niger. Les exploitants sont souvent confrontés à des problèmes. Ce cultivateur en dit plus. Ça fait longtemps que nous jardinions sur cet espace pour subvenir à nos besoins. Et aujourd'hui, le gouvernement veut nous prendre cet espace-là. Nous travaillons pour vivre. Et nous sommes conscients que si le gouvernement nous enlève cet espace, ils ne nous donneront aucun autre et nous n'aurons aucune aide venant d'eux. Voilà notre inquiétude. Ce fleuve aussi peut servir de pâturage. Le fleuve est très important, surtout pour moi et ma famille, car chaque jour, au lieu d'aller acheter les herbes, j'amène nos animaux qui sont les vaches, les moutons, les chèvres, pour les nourrir avec les herbes que je trouve au bord du fleuve. Le principal défi concerne l'engagement des autorités, un appui et renforcement des structures telles que l'Agence du bassin du fleuve ou le Programme national de sauvegarde du fleuve Niger. À la descente du 3e pont, nous allons faire une autre découverte. Ici, l'avenue des Armées. Nous avons le monument du général Soumaré. L'avenue des Armées est le lieu de convergence des mariés pour immortaliser des moments, mais aussi un partage de bonheur, de tendresse et d'amour pour en garder de merveilleux clichés. La rubrique découverte de ce lundi, signée Elhadj Nour, notre correspondant au Mali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans un court instant, Khalifa Diarraté pour la suite de la totale. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.